Il est presque 21 h, bienvenue dans le Grand JT sur CNews. Emmanuel Macron met en place la task force contre Daesh. Elle sera dirigée par l'ancien numéro 1 de la DST. Une loi est également en préparation pour sortir de l'état d'urgence. Le bilan s'est alourdi après l'attentat de Londres. Il y a désormais 8 victimes, dont 3 Français. Confirmation du chef de l'État ce midi. Dans ce contexte, les élections législatives de demain s'annoncent compliquées. Le premier attentat de l'État islamique en Iran, 12 personnes sont mortes à Téhéran. Le pays désigne Riyad et Washington. Et mon invité, c'est Jérôme Rivière, porte-parole du Front National pour les élections législatives. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de CNews. On va commenter ensemble l'actualité et notamment donc Emmanuel Macron qui met en place son centre national du contre-terrorisme, cette fameuse task force anti-Daesh qu'il veut rattacher au président de la République. Elle sera dirigée, je vous le disais en titre, par Pierre de Bousquet de Florian, ex-numéro 1 de la DST. Il veut aussi faire une loi pour sortir de l'état d'urgence, une loi qui devrait faire parler d'elle. Vincent Fernandez. On l'appelait déjà Task Force, il faudra désormais l'appeler le CNT, Centre National de Contre-Terrorisme. Il sera composé d'une vingtaine de personnes directement rattachées au président de la République à l'Élysée et fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une équipe qui n'aura pas pour vocation à diriger les opérations, mais bien à améliorer la coordination des services de sécurité. À sa tête, l'ancien numéro 1 de la DST, Pierre de Bousquet de Florian. Pour l'épauler, le gouvernement devrait nommer 2 autres personnes à la sécurité intérieure et extérieure. Ces nominations concomitantes sont un choix stratégique aussi, à travailler, à partager, à échanger, à créer une osmose totale dans notre capacité de renseignement. Au fond, et le président de la République l'a présenté ainsi, on nomme une équipe. Sur le terrain cette fois, le gouvernement souhaite sortir de l'état d'urgence, mais en garder les principales mesures et les instaurer dans une loi permanente. Nous avons abordé les réflexions pour sortir de l'état d'urgence et les conditions de sortir de l'état d'urgence, tout en, je le redis, préserver cet état de droit fort dans nos principes, mais qui doit nous permettre de garantir chaque jour, chaque heure, le meilleur niveau de sécurité de nos concitoyens. Pour voter cette loi, Emmanuel Macron aura besoin d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale le 18 juin prochain. Voilà, le projet de loi qui devrait arriver en Conseil des ministres le 21 juin. C'est ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron, cette loi, au lendemain de l'attentat de Manchester. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce Centre national du contre-terrorisme ? Écoutez, j'ai l'impression qu'on continue avec Emmanuel Macron dans l'agitation, le ravalement de façade et qu'en fait, sur le fond, les choses ne sont pas là. Alors, vous ne trouvez pas ça plus efficace, que ce soit auprès du président de la République, de coordonner les services de renseignement ? Ce qui est efficace, c'est ce qu'avait promis le candidat Macron, c'est-à-dire une augmentation du budget de la défense. Avant tout, la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte au Mali, notamment, de nos forces armées, c'est le renseignement. Et ce matin, on apprend dans le journal de la Tribune que Bercy s'apprête à réduire de plus de 2,6 milliards le budget de la défense nationale. Quand on a fait des promesses alors qu'on était candidat à l'élection présidentielle, quand lorsqu'élu président de la République, il est allé au Mali expliquer aux femmes et aux hommes qui sont engagés sur place dans cette lutte contre le terrorisme, dans cette guerre contre Daesh, qu'ils n'exposeraient pas inutilement leur vie, et qu'on voit qu'aujourd'hui, il essaye immédiatement de faire 2,6 milliards d'économies sur des dépenses qui sont indispensables. Vous savez qu'aujourd'hui, on envoie des troupes françaises pour amener de l'eau à travers 700 km de désert, alors qu'on pourrait les emmener en hélicoptère. La task force apparaît, ou ce centre national du contre-terrorisme, pour utiliser un mot français, apparaît comme un peu de la poudre aux yeux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des mesures simples qui pourraient être prises et que nous proposons à l'Assemblée nationale, les députés du Front National, qui est notamment le traitement des fichiers S. Je vous rappelle qu'il existe encore 12 000 personnes qui sont fichées S en France. Ces personnes fichées S sont donc des personnes pour lesquelles la police de notre pays, donc des gens qui, d'une façon ou d'une autre, dépendent de ce Centre national du contre-terrorisme, la police les a désignés comme étant des gens potentiellement dangereux. Ce que nous souhaitons pour la protection des Français, c'est que ceux qui sont de nationalité étrangère soient tout simplement renvoyés hors du territoire,
pour quelle raison absurde accueillerons-nous des gens qui représentent un danger sur notre territoire, et pour les autres qui sont français ou binationaux, qu'ils soient présentés, déférés devant la justice. Il s'agit de veiller à ce moment-là à regarder de plus près si les suspicions de la police sont justifiées ou non, et si elles sont justifiées, de leur donner une peine qui va bien. Ça, c'est concret, c'est réel, et c'est pas un nouveau centre avec, surtout, qui a comme objectif de cacher des départs importants de gens qui ont de l'expérience en matière de terrorisme, parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'experts qui quittent aujourd'hui les postes autour du gouvernement. La loi en préparation pour sortir de l'état d'urgence, mais pour inscrire certaines dispositions dans le droit commun. Est-ce que vous la voterez? Est-ce que les députés Front National la voteront? Écoutez, avant de savoir si on vote ou non un texte, encore faut-il savoir ce qu'il recouvre. Là aussi, c'est comme la loi sur le travail, on en parlera sans doute tout à l'heure. On a un certain nombre d'annonces, un cadre général qui est fait, et derrière on nous dit de toute façon, vous inquiétez pas, le 27 juin, le 28 juin, au Conseil des ministres, on votera des ordonnances et on vous demandera d'avaler tout ça. Le gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron n'est pas véritablement dans la concertation. Il présente un certain nombre de choses avec habileté, il faut le reconnaître. Il fait un paquet cadeau relativement intéressant, mais derrière il ne cherche pas à avoir de la concertation puisqu'il veut demander par les ordonnances à avoir finalement les pleins pouvoirs et pouvoir légiférer directement comme il le souhaite. Si la loi présente un intérêt, si elle va dans le sens de la protection des Français, de la protection du territoire, nous voterons une loi qui va dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on voit bien que l'état d'urgence tel qu'il est conçu... Vous n'excluez pas de la voter? On n'exclut pas par principe de voter quelque chose qui va dans le bon sens et qui va dans le sens de l'intérêt des Français. Ce que nous savons et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ce qui nous est proposé ne va pas souvent dans le sens de l'intérêt des Français. Alors, on connaît désormais un peu mieux le profil de l'assaillant de Notre-Dame hier après-midi sur le parvis de la cathédrale qui s'en est pris avec un marteau à un policier. Il n'a rien d'un djihadiste a priori et pourtant une vidéo dans laquelle il prête allégeance à l'État islamique a été retrouvée à son domicile de Cergy dans le Val d'Oise. Julien Garel. Les images sont rapides et violentes. On y voit l'agresseur se jeter sur un groupe de 3 policiers, marteau à la main. Il frappe l'un d'eux en criant « C'est pour la Syrie » avant d'être rapidement neutralisé par balle. Dans son sac seront retrouvés 2 couteaux de cuisine et à son domicile une vidéo d'allégeance à l'État islamique. Pour les autorités pourtant, rien ne laissait présager d'un tel passage à l'acte. On a un homme qui n'était pas du tout marqué par la radicalisation. On a un étudiant, un doctorant. Ça veut dire quoi, pas marqué par la radicalisation? Marqué au sens des signes qu'il pourrait donner de radicalisation dans sa pratique personnelle. Toutes les indications confirment la première thèse, celle d'un acte isolé. Derrière la silhouette, un nom désormais, Farid Iken, un Algérien de 40 ans. Inconnu des services de police et de renseignement, il a étudié et exercé le métier de journaliste en Suède puis en Algérie, avant de reprendre des études en France, à l'université de Lorraine. Son directeur de thèse Arnaud Mercier parle d'un individu aux antipodes du profil djihadiste. Il croyait à la liberté de la presse telle qu'on la défend, à la démocratie. Son sujet de thèse portait justement sur la manière dont les médias dans le Maghreb couvrent les élections nationales, comment ils jouent avec la censure, notamment en Algérie. Donc c'est quelqu'un qui croyait aux idéaux de ce qu'on a appelé le printemps arabe, au sens d'avènement d'une ère démocratique. Un homme également décrit comme solitaire et particulièrement isolé lors des derniers mois où il n'avait plus donné de nouvelles à son directeur de thèse. Son passage à l'acte apparaît désormais comme l'aboutissement d'une radicalisation aussi rapide que secrète. Alors vous parliez tout à l'heure des fichiers S, là en l'occurrence, un homme inconnu des services de police et de renseignement qui suit une thèse, qui a été journaliste, difficile d'anticiper son geste? Non, mais bien sûr, on n'a pas de solution miracle à notre disposition. En revanche, ce que nous souhaitons, c'est ne pas être dans cette logique qui est présentée notamment par le porte-parole du gouvernement, M. Castaner, qui dit qu'il faut être prudent. Non, il faut être combatif. Vous savez, ces actes ne sont pas si isolés que cela. Je veux vous rappeler quand même cette terrible tragédie de Sarah Halami, cette veuve d'origine, de confession juive qui a été torturée, assassinée, et dont on a pendant longtemps essayé de nous faire croire qu'il s'agissait d'un acte d'un psychopathe et non pas d'un acte terroriste islamiste. Je vous rappelle quand même qu'elle a été jetée au cri de Allah Akbar, défenestrée, jetée de ses fenêtres par un terroriste. C'est un peu la même chose, le même profil que la personne qui hier à Notre-Dame a attaqué à coups de marteau des policiers. Il s'agit bien, si ces actes peuvent apparaître comme étant isolés, ils sont en fait orchestrés par l'État islamique, par la mouvance de l'islam radical qui aujourd'hui souhaite combattre notre société, qui s'oppose à la vision laïque que nous avons de nos sociétés, qui s'oppose
notamment à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc je crois que nous devons absolument être combatifs sur ces jeux-là et ne pas nous résigner. À écouter M. Castaner, quelque part, il faudrait construire des places d'hôpitaux plutôt que des places de prison. Non, ces gens ne sont pas des malades, ce sont des assassins, ce sont des terroristes. Et c'est important aussi de nommer la menace, ce que le gouvernement se refuse bien souvent à faire. Emmanuel Macron qui a confirmé ce midi la mort d'un 3e Français à Londres samedi. Un 8e corps en effet a été repêché dans la Tamise. Il s'agirait bien d'un ressortissant français qui était porté disparu depuis l'attentat. Louise Malnois. Alexandre Pijard, 27 ans, a été tué alors qu'il travaillait à la terrasse du Borough Bistro. Sébastien Bélanger, 36 ans, a lui aussi été assassiné dans le quartier de Borough Market. Un 3e Français figure parmi les victimes des attaques terroristes de samedi soir. C'est le président français Emmanuel Macron qui l'a annoncé. Il y a en effet 3 décès et 8 blessés du côté français. C'est un lourd tribut que nous payons dans ces attentats. Et je veux ici avoir une pensée pour l'ensemble des victimes et de leurs familles. La dernière victime recensée serait Xavier Thomas. Samedi soir, ce Français de 45 ans marchait sur le London Bridge avec sa compagne. La jeune femme a été percutée par la camionnette des assaillants. Elle est toujours hospitalisée pour de graves blessures. Son état est stable. Xavier n'a pas donné signe de vie depuis samedi soir. Ses proches avaient diffusé des avis de recherche. Ma sœur et son petit ami ont été victimes de l'attentat de Londres. J'en appelle à tous ceux qui auraient des nouvelles de Xavier Thomas qui est porté disparu. Xavier Thomas était venu passer le week-end avec sa compagne dans la capitale anglaise. Hier soir, la police britannique a repêché un corps dans la Tamise. Il pourrait bien s'agir du Français disparu. L'identification formelle est toujours en cours. Un attentat qui survient dans un contexte électoral puisque les élections législatives anticipées ont lieu demain en Angleterre. Elles ont été maintenues malgré l'attaque. Cassandre Mallet est notre envoyée spéciale à Londres. Theresa May et son gouvernement conservateur, les Tories, comme on les appelle ici, sont dans l'embarras quelques jours seulement après les attentats survenus samedi soir à Londres. Alors en fait, on reproche à Theresa May, la première ministre britannique, d'avoir fait des économies sur la police, une économie de 20 000 policiers en 7 ans. Jeremy Corbyn, d'ailleurs, le leader du Parti travailliste, l'a appelé à démissionner. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, les partis ont repris leur campagne, dernier jour de campagne, et les priorités sont la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Alors demain, les Anglais iront voter, ils iront renouveler les 650 sièges de la Chambre des communes qui se trouve juste derrière moi, la chambre basse du Parlement, que l'on peut d'ailleurs comparer à l'Assemblée nationale en France. Alors les sondages donnent les travaillistes et les conservateurs au coude à coude. Maintenant, il reste juste à savoir si ces élections anticipées étaient une bonne idée ou non. En tout cas, Theresa May, elle espère renforcer sa majorité juste avant les négociations sur le Brexit. Élections législatives en France aussi, évidemment, dimanche pour le premier tour. Le Premier ministre est très engagé dans cette campagne, notamment auprès des 6 membres du gouvernement qui jouent leur poste dans ce scrutin. Voilà, vous le voyez, là, il était aux côtés du Rafale aujourd'hui. Et puis, il est allé sur la tombe du général de Gaulle à Colombey, les 2 églises fleurir. Cette tombe qui a été vandalisée à la fin du mois de mai, restaurée depuis. Il a salué la place éternelle et l'exemple du premier président de la Ve République. Est-ce qu'elle est difficile, cette campagne des législatives? Écoutez, elle passe relativement inaperçue. En fait, on se rend compte qu'avec le cycle électoral qui a commencé finalement avec les primaires de la droite et de la gauche, les Français sont un peu épuisés par les discours électoraux, par une campagne qui quelque part n'en finit pas. Et pourtant, l'échéance législative est particulièrement importante puisqu'il s'agit du contre-pouvoir à l'exécutif. Et à l'occasion du week-end prochain, du premier tour de ces élections, nous espérons que les Français sauront se mobiliser. S'il est bien sûr important qu'un président ait une majorité, et c'est une logique institutionnelle, il est tout aussi essentiel qu'il y ait une opposition. Et aujourd'hui, je crains que le système tel qu'il est organisé, ne permettant pas un véritable débat, il y a une prolifération de candidats, ce qui fait que dans toutes les provinces de France, il n'y a quasiment pas eu de débat entre les candidats pour des raisons d'organisation avec le CSA. Il y a dans ma circonscription 15 candidats, dans d'autres 20 candidats. C'est pas possible. Donc finalement, n'ayant pas de campagne, on reste sur des sujets extrêmement lointains et distants. Or, il faut une véritable opposition. Et ce matin, vous avez sans doute noté ce sondage de l'IFOP
qui interrogeait les Français en leur demandant quelle était pour eux la véritable opposition. Pour 48% d'entre eux, c'est le Front National, alors que seulement pour 12% d'entre eux, ce sont les Républicains. Donc le Front National et les candidats du Front National soutenus par le Front National sont bien celles et ceux qui incarnent cette opposition. Et il serait terriblement dramatique pour notre démocratie française que nous n'ayons pas ou peu de députés à l'Assemblée nationale. Vous tablez sur combien d'élus? Je ne sais pas combien de députés on peut tabler. Ce que je sais, c'est que... Au moins un groupe parlementaire? C'est un minimum, mais si on considère qu'à l'élection présidentielle, si vous prenez le premier, 7 millions de Français, le deuxième tour, 11 millions de Français, 22%, 33%, on devrait avoir quelque part entre 100 et 120 parlementaires. Ce serait la juste représentation de l'expression de femmes et d'hommes. Là, vous êtes crédité 18% dans les sondages. Mettons 18%, ça fait 100 parlementaires. Or, aujourd'hui, on voit bien que par ce jeu électoral, ce que certains présentent comme un front républicain, qui est en fait un front antidémocratique, on cherche à priver des millions de Français d'une voix à l'Assemblée nationale. Or, nous souhaitons tous une démocratie apaisée. On voit bien qu'aujourd'hui, notre pays traverse une passe difficile. Nous sommes en état de guerre avec l'islamisme fondamental. Pour que des débats importants comme l'immigration, comme le refus de l'islamisation de la société soient abordés, c'est à l'Assemblée que ces sujets doivent être traités. Le site BuzzFeed a épluché les comptes Facebook et Twitter de 573 candidats Front National aux législatives. 97 ont été épinglés par le site pour publication ou approbation de propos racistes, antisémites ou homophobes. Est-ce qu'il faut les exclure? Moi, je vais vous poser une question. D'abord, BuzzFeed, je ne connais pas bien ce site. Ont-ils épluché les 577 candidats de La République En Marche? Non, ils ont fait une enquête sur le Front National. Pourquoi? C'est bien ce que je vous dis. Il s'agit de ce mouvement... Mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire de ces candidats? Il s'agit d'un mouvement très clair qui est essayé d'aujourd'hui de pointer les candidats du Front National comme étant des candidats qui ne seraient pas dans le cadre de la démocratie. Ça n'est pas vrai. Mais est-ce qu'il y a des dérapages ou des propos regrettables chez certains candidats? Comme dans tous les partis. Je vous rappellerai ce candidat de La République En Marche qui expliquait que l'homosexualité était une abomination. Il a présenté de vagues excuses. Derrière, La République En Marche lui a gardé son investiture. Donc qu'est-ce que vous faites, vous, avec ces candidats-là? Le Front National a toujours dit que si des propos étaient tenus en dehors de la ligne que nous défendons, était avéré, dans ce cas-là, effectivement, nous en tirerions les conclusions. Mais ça n'est pas... il y en a 97, c'est beaucoup. C'est BuzzFeed qui vous dit qu'il y a 80... Et vous allez vérifier, du coup, ces 97-là? Effectivement qu'on vérifie. Mais ça n'est pas BuzzFeed. BuzzFeed n'est pas un procureur. BuzzFeed ne sont pas des magistrats. C'est un journal d'information qui n'est pas objectif, qui est subjectif. Encore une fois, j'attends le même article sur les candidats de La République En Marche, sur les candidats des Républicains, sur les candidats du Parti Socialiste. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des millions de Français qui souhaitent une opposition résolue au président de la République et au gouvernement, et que seul le Front National et ses candidats présentent la réalité de cette opposition demain à l'Assemblée nationale. La LICRA propose de rendre inéligible toute personne qui serait condamnée pour racisme, antisémitisme ou discrimination. Vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, je pense que sur la façon dont on doit traiter les élections législatives, il serait judicieux de trouver une façon d'encadrer les candidatures. Je vous rappelais tout à l'heure qu'aujourd'hui, dans certaines circonscriptions, on a plus de 20 candidats, qu'il y a un certain nombre de moyens. Oui, c'est trop parce que du coup, par trop d'informations, par trop par des candidats qui finalement on se présente, ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. On n'a plus de campagne, on n'a plus de façon de parler sérieusement des sujets et donc de réfléchir à tous ces sujets-là. Mais c'est le rôle de l'Assemblée nationale de le faire. Et il faut que l'ensemble des partis soient clairement représentés à l'Assemblée pour que ce soit une discussion qui soit juste. On va parler de la démocratie aux États-Unis avec ce témoignage qui accable Donald Trump. James Comey, l'ancien directeur du FBI, confirme dans une déclaration écrite au Congrès que le président américain Donald Trump lui a demandé d'abandonner l'enquête sur Michael Flynn, son ancien conseiller mêlé à cette affaire d'ingérence russe dans l'élection américaine. Bonsoir Harold Iman. Bonsoir. C'est une accusation grave. C'est une accusation grave. Elle est écrite dans un document de 6 pages qu'on peut obtenir sur Internet. Alors, je ne savais pas que les chefs du FBI pouvaient remettre une lettre la veille sur ce qu'ils allaient dire le lendemain. Donc déjà, ça c'est un peu bizarre, mais 1000 fois plus bizarre, c'est les conversations qu'ils rapportent. Parce que normalement, un chef du FBI ne s'entretient jamais en tête-à-tête avec le président des États-Unis. Il faut qu'il y ait des témoins. Et le patron
du chef du FBI, c'est le ministre de la Justice et non pas le président des États-Unis. Et c'est de là que vient tout le malaise. Parce que quand Donald Trump dit il faut y aller mollo sur Flynn, c'est les mots à peu près, en traduction. Lâchez-le un peu. Lâchez-le un peu, allez-y mollo. L'autre dit c'est un homme honorable et il s'arrête là. Donc, toutes ces lettres, c'est Comey qui est dans une posture d'homme complètement tétanisé, qui ne dit ni oui ni non. Trump lui dit à un moment donné, parce qu'il y a 3 rencontres qui sont relatées, je dois compter sur votre loyauté. Et réponse de Comey, oui, mon honnêteté, monsieur le président. Et le président dit, c'est très bien, honnêteté, loyale, c'est bon, c'est bon. Donc, on est dans une espèce de malaise entre deux personnes. Et cette histoire de Flynn, c'est la seule chose qui est vraiment condamnable en droit, d'une certaine façon, parce que là, le président demande à un fonctionnaire public de changer son attitude et d'orienter une enquête sur simple ordre. Alors, on connaît le nom du nouveau chef du FBI. Il s'appelle Christopher Wray. C'est un juriste relativement peu connu qui a été choisi par Donald Trump. D'un mot, vous pensez qu'on va vers une procédure d'impeachment pour Donald Trump ? J'ai pas lu les documents. Je ne suis pas un spécialiste du droit américain, donc je. Mais de ce que vous observez, de ce qui se passe aux États-Unis, ces démissions en série et cette crise à la Maison-Blanche. J'observe que le peuple américain reste en grande majorité satisfait du président Trump, qu'il existe un décalage effectivement entre le traitement médiatique qui est fait de sa présidence et l'approbation des Américains. C'est un sujet de politique nationale américaine sur lequel je n'ai pas de commentaires supplémentaires. Merci Jérôme Rivière, merci d'être venu sur le plateau de CNews commenter l'actualité politique du jour. Le Grand JT, ça continue dans un instant, juste après la pause.